Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Donc aujourd'hui nous poursuivons et terminons la thématique de l'autoportrait, à savoir l'autoportrait pour aller vers soi. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir en quoi l'autoportrait est un dispositif très puissant en fait, notamment dans les thérapies par l'art, ce qui se joue avec l'autoportrait, ce qu'il peut apporter, ce qu'il permet et surtout comment on peut le proposer et l'utiliser. Au sommaire de cette seconde et dernière vidéo sur l'autoportrait, Narcisse, on est obligé d'en parler, hypnotisé par son reflet, l'autoportrait au miroir à la recherche du regard de la mère, l'autoportrait une histoire de reflet et de regard, l'autoportrait pour travailler sur l'image de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, l'autoportrait en thérapie par l'art, un soin puissant et efficace. Enfin, on terminera par quelques exemples de dispositifs précis autour de l'autoportrait. Alors, en introduction de cette seconde vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que lors de la première vidéo, enfin la vidéo précédente sur l'autoportrait, nous avons vu que au XXe siècle, en fait, l'autoportrait devient dans beaucoup de cas un exercice qui permet pour l'artiste en fait de s'auto-analyser. Alors dans ce sens, il est un outil qui permet une forme d'introspection et pour cette raison, c'est un exercice très intéressant dans le cadre des thérapies par l'art. Plus largement, ainsi qu'on va le voir, créer en fait un dispositif autour de l'autoportrait peut délivrer en fait un soin très puissant sur plusieurs plans. Mais avant d'aller plus loin, il nous semble nécessaire d'évoquer la question du miroir, qui en fait, à travers le dispositif de l'autoportrait, occupe évidemment une place centrale et stratégique, puisqu'il permet de se connaître, de s'objectiver et de se regarder comme objet. Le miroir permet de poser en fait en face de soi-même un autre soi-même et de se regarder dedans. Je me connais, alors en me projetant comme un autre, mais cela ne relative pas de l'illusion. Car il y a en fait là deux personnes face à face, deux personnes donc qui se font face, et dans cet affrontement avec le miroir, il y a ainsi tout à la fois dualité, dédoublement, mais aussi en fait unité et identité. Alors Narcisse, hypnotisé par son reflet. Lorsqu'on parle du miroir et du reflet du miroir, donc, qui est vraiment fondamental dans l'exercice de l'autoportrait, on ne peut pas ignorer la légende de Narcisse qui, bon, pour l'essentiel, est très simple, mais surtout extrêmement parlante. Alors, je la résume très rapidement. Narcisse, d'une grande beauté, et Tirésias, le devin aveugle de Thèbes, lui prédit qu'il vivra vieux s'il ne se regarde pas. Mais Narcisse, qui est rétif à tout amour, refuse, entre autres, les avances de la nymphe Écho, et il lui dit « Je préfère, lui dit-il, mourir que d'être possédé par toi ». Némésis, déesse de la juste colère des dieux et du châtiment céleste en fait, décide de venger les femmes dont Narcisse en fait repousse ses avances. Et un jour de grande chaleur, après la chasse, assoiffé, il se penche pour boire de l'eau d'une source, et alors là, il voit son reflet et il s'en éprend. Dès lors, Narcisse devient obsédé par cette image, par son image, et il se noie en la contemplant. Et alors, à l'endroit où il s'est noyé, va jaillir une fleur inconnue jusque-là, qu'on va appeler Narcisse. En fait, la contemplation de sa propre beauté conduit donc Narcisse à la mort, tout aussi fatalement que pour d'autres, en fait, la contemplation de la déchéance de leur corps peut conduire à la mort. Alors évidemment, il y a le risque, lorsqu'on fait son autoportrait au miroir, à l'instar de Narcisse, de se noyer dans son propre reflet. Mais nous allons voir qu'en fait, lorsqu'on se dessine, lorsqu'on se peint, on se modèle même le visage, ou encore on réalise un collage représentant notre visage, notre portrait, autant de dispositifs qu'on verra à la fin de la vidéo, il n'y a pas cette possibilité de se noyer dans son reflet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte de triangulation qui prend place, un entre-deux, entre le créateur en train de se représenter, son moi spectateur et son image spéculaire. Sans compter qu'en séance, par exemple, d'art-thérapie, il y a en plus le thérapeute, et que lorsque les séances sont collectives, il y a en plus les autres participants en train de se faire eux-mêmes leur portrait, leur propre autoportrait. Alors l'autoportrait au miroir à la recherche du regard de sa mère. Alors si on part du postulat qu'à chaque fois que l'on fait son autoportrait, c'est un peu comme si on se recréait pour la première fois, on peut peut-être imaginer que les peintres qui ont réalisé leur autoportrait, notamment des séries d'autoportraits, sont peut-être ceux chez qui en fait le miroir maternel a été défaillant. En quelque sorte, ces peintres ont eu besoin de se recréer constamment, comme pour assister en fait à leur propre naissance.
une sorte en fait de fantasme d'auto-engendrement. Et si l'on prend l'exemple de certains grands peintres qui ont réalisé de nombreux autoportraits au cours de leur vie, par exemple Francis Bacon, dont j'ai déjà parlé lors de la première vidéo, nous constatons en fait que le miroir est un élément central, quelqu'un comme Bacon en fait, a placé son moi au centre de ses préoccupations. Alors un moi évidemment tourmenté. Et si l'on se reporte en fait aux théories du pédopsychiatre et psychanalyste anglais Donald Woods Winnicott, le regard de la mère serait le premier miroir humain que le sujet rencontre et qui va en fait le structurer. Et que l'insistance de ce besoin impérieux, de cette compulsion en fait à s'auto-portraiturer, et ça se voit très clairement chez Bacon, témoigne en ce sens peut-être du fait que quelque chose a fait défaut dans la transmission psychique de ce regard maternel créateur. Et Winnicott va reprendre l'idée de Lacan sur l'importance en fait de la fonction du miroir dans le développement du moi, et il ira même plus loin en attribuant cette fonction au visage maternel. En fait, Winnicott va ainsi introduire la fonction des soins maternels dans la construction de ce narcissisme primaire en interposant un miroir entre soi et le sujet lui-même. Et Winnicott va donc lier en fait cette fonction développementale, cette fonction de développement du miroir avec le rôle du visage maternel. Et là, je le cite, « Quand un bébé regarde le visage de sa mère, c'est lui-même qu'il voit. Quand je regarde, on me voit, donc j'existe. Je peux alors me permettre de regarder et voir. Je regarde alors créativement et ce que j'aperçois, je le perçois également. » Winnicott va même parler de l'aperception de la mère, à savoir que le bébé peut se voir ou s'apercevoir dans le visage maternel en oubliant la mère. Le bébé va devoir intérioriser le miroir maternel et l'oublier. Et le visage de la mère, en fait, devient écran. Alors, Anzieux, dont j'ai déjà parlé aussi dans la première vidéo, pour dire qu'il s'était beaucoup intéressé au portrait de Bacon et qu'il écrivait à ce sujet que le spectateur des œuvres de Bacon ne trouve pas de mots en fait pour décrire son effroi et sa terreur. Eh bien, comme le désespoir en fait du nourrisson en face d'une mère absente, peut-être incapable de le recevoir, le nourrisson, et de le refléter, selon Anzieux, en fait, l'image de notre propre corps se ternit et s'altère quand l'autre nous en renvoie un reflet vague, inattentif, désinvesti et inconstant. Le moi-peau, concept cher à Anzieux, n'enveloppe pas ou plus, et l'intérieur qu'il retient menace de s'écrouler. Fin de la citation d'Anzieux. En fait, la peau est liquéfiée, arrachée, comme si la séparation d'avec la mère avait entraîné l'arrachement de la peau. Et Bacon est alors, pour reprendre la formule d'Anzieux, un homme désespécé. En effet, le miroir chez Bacon est souvent opaque et il ne reflète rien. Et dans certains autoportraits au miroir, qu'il a fait donc de lui-même, il ne regarde pas le miroir, mais il en est séparé. Et dans d'autres, une moitié de son visage se dégrade. Dans les autoportraits de Bacon, en fait, il y a des trous, il y a des orifices, des béances qui renvoient à sa psyché. Corps mou, sans ossature, informe, parfois difforme. Et dans la déformation de ces autoportraits, en fait, on ressent une sensation de déséquilibre. Peut-être que c'est comme cela en fait que Bacon s'est perçu dans le regard de sa mère, qui se percevait elle-même déformée et liquéfiée quand elle se regardait dans son fils. En fait, le jeu des miroirs. Pour Gilles Deleuze, le philosophe, il s'agit d'un éprouvé corporel qui s'est en fait ancré dans les relations de l'enfant avec ses parents et qui s'est soldé, d'une certaine façon, par une faillite de la figuration et par un état proche de la dépersonnalisation. Alors l'autoportrait, une histoire de reflet et de regard. En fait, dans les champs des thérapies par l'art, on peut aborder l'autoportrait sous deux aspects, celui du reflet et celui du regard. Celui du reflet renvoie implicitement au stade du miroir, j'en ai déjà parlé un peu plus haut, particulièrement développé donc par Lacan. En d'autres termes, l'autoportrait au miroir renvoie au stade de l'identification de l'enfant à sa propre image, lorsqu'il se voit pour la première fois dans un miroir, qu'il voit son reflet, qu'il comprend qu'il n'est pas morcelé et qu'il est un sans sa mère. Le miroir a donc une valeur structurante, il permet la formation du jeu, et l'autoportrait peut ainsi se comprendre à un niveau inconscient comme une tentative de revivre la séparation initiale d'avec la mère, c'est-à-dire ce moment où l'enfant se reconnaît comme une image totale et surtout indépendante de sa mère, par exemple, qui le tient dans ses bras devant le miroir. Cette expérience, en fait, lui fait découvrir la relation de son corps, mais aussi de son être au monde. Et cette phase est donc primordiale à la formation du moi et à l'intégration du soi, d'un sens de soi.
En fait, en séance de thérapie par l'art, la notion de reflet se retrouve donc dans l'autoportrait en tant qu'objet créé. Et l'image de la personne, réalisée par elle-même, est alors un objet externe, tangible, qui contient des éléments internes de la vie psychique de cette dernière. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le thérapeute, à travers ses propres reflets, propres suggestions, mais aussi le processus de création qui est lié à l'exercice de l'autoportrait en train de se faire, tout cela, en fait, ça contribue au processus réflexif de la personne accompagnée, ce qui lui permet de se découvrir des facettes d'elle-même, inconscientes, refoulées, ignorées. Alors l'autoportrait, pour travailler sur l'image de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exercice de l'autoportrait consiste à réaliser, au dessin ou à la peinture, une représentation de soi. Au premier abord, l'autoportrait révèle, en premier lieu, nos particularités physiques. Mais il nous interroge également sur la question de notre identité et la notion d'unité physique et psychique. C'est donc un exercice de réassurance sur notre appartenance sociale et humaine, et il révèle en fait surtout nos particularités individuelles. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans ce sens, l'autoportrait constitue un réceptacle pour les projections psychiques de celle qui l'élabore. En fait, il est un support d'expression très personnel. C'est enfin et surtout un moyen d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Lorsqu'on se représente soi-même, nous entrons dans un processus conscient et inconscient d'évaluation de soi, de qualités, de défauts, de forces, de faiblesses. L'autoportrait est donc dans ce sens un exercice essentiel pour se renarcissiser, car il offre la possibilité de travailler à la fois sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Mais attention, puisque l'autoportrait peut être très différent d'une séance à l'autre, car, je l'avais déjà dit précédemment, mais le résultat dépendra de notre état émotionnel du moment pendant le temps de sa réalisation. D'où l'intérêt d'en faire dans plusieurs séances consécutives. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'autoportrait est un lieu en fait de tension, de mouvement aussi, où coïncident à la fois l'éphémère et la permanence de l'identité de son auteur. L'autoportrait est aussi un moyen de rétablir en fait une sorte de cohérence du sentiment de soi, de composer aussi et de recomposer une figure qui s'inscrit dans un espace, dans un cadre, de produire du sens et de se réapproprier, même symboliquement, sa vie et ses expériences de vie. En ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que élaborer son autoportrait, c'est prendre en fait une forme de risque, le risque de projeter une part de soi-même dans un jeu entre le dedans et le dehors, le montrer caché, pour se découvrir à l'autre notamment. Pour poursuivre cette réflexion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en thérapie par l'art, à travers différents dispositifs autour de l'autoportrait, donc peut être un miroir, la photographie, l'imaginaire aussi, portrait imaginé, on verra, la mise en scène aussi, le travestissement également, c'est autant de moyens en fait permettant de jouer de son image, de jouer avec son image aussi, de la mettre en jeu, et de pouvoir ainsi déclencher de nombreuses questions essentielles. Qu'est-ce que je montre de moi ? Que m'est-il donné fondamentalement à voir? Qu'est-ce qui me fait signe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est donc que l'introspection est au cœur même de l'art, de l'autoportrait. Et que fait à partir d'un miroir, d'une image ou d'une photographie de soi, l'autoportrait pictural invite en fait à mettre en branle une réflexion sur le moi. La notion du sujet est donc au premier plan, et au-delà de l'apparence et de l'allure qui sont dépeintes dans l'image, l'autoportrait est à la fois un outil projectif et introspectif. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que l'autoportrait permet d'entrer dans un processus réflexif. Et si l'on se réfère à l'art, certains historiens estiment que les autoportraits, par exemple de Van Gogh, lui auraient permis d'exprimer ses émotions, ce qui l'aurait aidé à surmonter sa dépression. De manière générale, l'exercice de l'autoportrait joue un rôle de soin pour faciliter une sorte de cheminement vers un mieux-être personnel. Un autre exemple est celui de Frida Kahlo. Les autoportraits de Frida Kahlo, pour leur grande majorité, témoignent d'un besoin de représenter les événements et surtout les traumatismes qui ont marqué sa vie. Et que, clairement, les autoportraits chez Frida Kahlo ont joué un rôle cathartique et qu'à l'image du reflet dans les miroirs, les multiples facettes d'elle-même à travers ces autoportraits qu'elle a dévoilés lui ont potentiellement permis en fait de réunifier son moi fragmenté. Et en ce sens, l'autoportrait est aussi un excellent moyen, outre sa fonction de renarcissisation, de témoigner, d'affirmer, voire de confirmer son identité personnelle et d'aller vers soi. Alors,
L'autoportrait en thérapie par l'art, un soin puissant et efficace. Ce qu'on peut dire, c'est en séance de thérapie par l'art, que ce soit en individuel ou en collectif, on peut parler de dynamique des regards à partir des dispositifs d'autoportrait. La question des regards est donc déterminante, en ce sens qu'elle va permettre de créer potentiellement, mais même sûrement, des liens intrapersonnels, donc d'abord avec soi, et interpersonnels avec les autres, encore peut-être plus intenses, entre la personne accompagnée, donc qui crée son autoportrait en création, et le thérapeute, auquel il faut ajouter, évidemment, les regards des autres participants en séance collective. Ce qu'on peut dire justement sur les séances en groupe, en collectif, c'est que les dispositifs autour de l'autoportrait apparaissent en fait comme des sortes d'instruments de mobilisation psychique. Il y a donc son propre regard de soi sur l'autoportrait en train de se faire et le regard des autres. L'autoportrait n'est donc pas simplement activité réflexive, mais aussi forme de communication, car il révèle quelque chose de soi à l'autre, à un autre, afin de lui exprimer potentiellement un message, afin peut-être de lui proposer une potentielle relation. Alors accepter de lâcher prise, prendre du recul, de rire, de relativiser, s'apprend aussi pas à pas, sous le regard de l'autre, des autres, quand on est en séance d'autoportrait. Car chacun de ces autres, en fait, se montre lui-même indécis, potentiellement apeuré au départ, de faire son autoportrait, puis rassuré parfois, même parfois fier, ou encore amusé de sa réalisation, de son propre autoportrait et des autoportraits des autres. Et en ce sens, les dispositifs groupaux d'autoportraits sont un excellent moyen de faciliter la récréation de liens intra- et interpersonnels, de favoriser un véritable processus de resocialisation qui est en fait fondé sur la confiance et le respect de l'autre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de manière générale, les dispositifs autour de l'autoportrait sont très opérants et efficaces dans le champ des thérapies par l'art pour des publics très différents. Pour, par exemple, le soin de traumatisme, pour les états de stress post-traumatique, les dépressions, troubles de la bipolarité, troubles de l'humeur, certains types de psychose, d'addiction, l'addiction aussi. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du développement personnel, pour aller vers une meilleure connaissance de soi, donc travailler sur les questions essentielles de confiance en soi et d'estime de soi, mais aussi travailler sur le développement de l'intelligence émotionnelle, ça je vous renvoie aux vidéos faites sur ce sujet, les dispositifs autour de l'autoportrait peuvent être très opérants. Il faut cependant préciser que, toutefois, dans le cadre de certaines psychoses, dans le cas de personnes présentant des tendances obsessionnelles aussi, ce dispositif peut être contre-indiqué car trop puissant. Et en ce sens, il est fondamental que le thérapeute propose des dispositifs autour de l'autoportrait avec un cadre particulièrement chaleureux, très contenant, malléable à souhait, mais surtout afin en fait, de contenir le plus possible les émotions susceptibles d'émerger pendant le processus de création qui peuvent s'avérer particulièrement éprouvants pour certaines personnes. Précisons enfin que dans le cas de certaines pathologies, telles que l'addiction et la dépendance en fait, à des substances psychoactives, l'autoportrait peut être un dispositif très opérant, notamment pour travailler sur les mécanismes de défense, particulièrement le déni de l'addiction, qui peut fausser en fait, la perception de son soi et surtout de l'image de soi. Et l'autoportrait, dans ce sens, offre potentiellement la possibilité d'une représentation bien réelle des aspects physiques dégradés à cause de l'addiction et de la dépendance, et ça permet ainsi d'être un support de confrontation, et ça permet par là même de confronter en fait, les enjeux au cœur même de l'addiction. De même, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas de personnes ayant subi un traumatisme sévère, je pense notamment au viol, l'exercice de l'autoportrait peut aider à participer à la reconstruction du lien entre le corps et le psychisme, à réunifier le moi fragmenté et à revaloriser l'image de soi. Enfin, précisons que sur un plan pratique, il est alors très intéressant pour les personnes accompagnées de faire régulièrement des autoportraits d'elles-mêmes, car ces autoportraits peuvent devenir des preuves en fait tangibles, réelles, concrètes, de transformation, de progression dans le cheminement thérapeutique. Alors une autre vertu de l'autoportrait réside dans le fait que le face-à-face inhérent en fait, à tout exercice d'autoportrait, donc entre soi et soi, peut renforcer considérablement le sentiment du pouvoir agir aussi, du pouvoir faire, et qu'il facilite une véritable réflexion sur soi-même et sur notre être au monde. En effet, l'autoportrait permet de mettre aisément en relation ou en contact les images de soi internes avec les images de soi externes, et que l'autoportrait facilite en cela d'aller vers une connaissance de soi authentique en laissant de côté tout ce qui relève fondamentalement de la superficialité. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le cadre du développement personnel, lorsqu'on est confronté par exemple à une période de transition, une période personnelle de transition dans sa vie, par exemple sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, la création d'autoportraits en série peut favoriser une véritable introspection. Et ça permet de développer un regard empathique sur soi,
d'une certaine bienveillance, d'une certaine indulgence sur soi aussi. Ça va renforcer l'amour de soi, qui est l'un des piliers de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la connaissance de soi. Alors exemple, pour finir, quelques exemples de dispositifs autour de l'autoportrait. Ce qu'on peut dire, c'est que les jeux, les exercices liés à l'autoportrait peuvent être parfois source d'hésitation, le plus souvent parce qu'on ne sait pas dessiner ou que nous avons peur de ne pas nous représenter fidèlement. Or, l'idée majeure de l'autoportrait, c'est pas de faire un autoportrait à la Rembrandt, mais bien plutôt de se représenter simplement, on va dire selon nos moyens, selon les contraintes aussi que l'on s'est fixées ou que le thérapeute a proposées, et surtout en fait selon la façon dont nous nous percevons. C'est ça l'essentiel. Avec évidemment certains qui vont faire des traits particuliers, d'autres mettent plus en avant le regard, etc. Alors parmi les dispositifs, donc l'autoportrait au miroir, alors évidemment on peut faire son autoportrait au miroir de manière classique, au crayon à papier, après en peignant, et ce sur plusieurs séances. Mais ce qui est très intéressant quand on fait l'autoportrait au miroir, c'est en fait de se fixer des contraintes, avec l'idée que ces contraintes vont nous permettre de lâcher prise plus ou moins facilement, mais vraiment l'idée quand même de lâcher prise, d'être plus spontané, c'est ça qui est intéressant, et de prendre de la distance, surtout pour mieux se rapprocher de soi, justement. Alors exemple, avec différentes contraintes matérielles de l'autoportrait au miroir, ça peut être avec un stylo bille, donc sans gommage possible, avec une seule peinture ou une seule couleur, avec une fourchette en plastique par exemple, peindre avec la fourchette, faire son autoportrait à la fourchette en plastique avec une seule couleur, au noir par exemple, ou avec une cuillère par exemple, plutôt qu'avec un pinceau, avec un feutre aussi par exemple, sans lever la pointe de la feuille. Ça, c'est faire son autoportrait au miroir de cette façon-là, avec des contraintes assez fortes. Il y a aussi des autoportraits imaginés, c'est-à-dire par exemple se faire un selfie, on va observer pendant 5 minutes, 4, 5 minutes, puis on éteint son portable, et en fait on réalise son autoportrait de tête, de mémoire, par exemple, encore une fois, au stylo à bille, au feutre ou à la peinture. Et faire son autoportrait imaginé, ça veut dire de fait accepter de lâcher prise, de prendre du recul aussi, de rentrer dans une forme de relativiser, parfois même d'autodérision. Et précisons qu'à la place du selfie, on peut aussi, par exemple, passer 5 minutes à s'observer dans le miroir, puis ensuite, encore une fois, réaliser son autoportrait de mémoire. Par ailleurs, autre possibilité, c'est de le faire, plutôt que de le faire après au pinceau ou au feutre, c'est de le faire, par exemple, son portrait imaginé, de faire son portrait imaginé, donc en modelage, par exemple, avec de l'argile. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de l'autoportrait qu'on a réalisé, par exemple, c'est aussi de poursuivre avec différentes contraintes. Par exemple, faire un nouvel autoportrait cette fois, mais déformé ou marqué par une émotion de notre choix, ou une émotion qui nous traverse le plus fréquemment, par exemple. Puis, à partir de cet autoportrait, poursuivre encore, élaborer un masque de soi. Et ce dispositif très complet est vraiment intéressant parce qu'il permet en fait de montrer une dimension de soi à la fois opposée et complémentaire. Effectivement, le masque fait plutôt référence de façon explicite à la dissimulation ou alors à une projection de soi fantasmatique. L'autoportrait, quant à lui, est plutôt une œuvre qui va créer un conflit entre ce que la personne voit d'elle-même et ce qu'elle accepte de montrer aux autres. Et donc ces deux types de représentations, de réalisation, l'autoportrait et le masque, posent la question de l'identité entre ce qui est montré et ce qui est caché. Et que ce face-à-face vient alors notamment interroger la relation à l'autre. Enfin, il y a aussi par exemple l'autoportrait au miroir, pour finir, toujours intéressant de faire son autoportrait en collage, aussi bien au miroir que de manière imaginée, à partir par exemple d'images déchirées ou découpées dans des revues, des magazines, des journaux. Et là, on peut se fixer des contraintes dans le collage, à savoir faire son portrait à partir d'images autres que des images qui représentent par exemple des yeux, des nez, des bouches, mais plutôt à partir d'images d'objets, de végétaux, d'animaux ou d'appareils en tout genre. Donc des sortes d'autoportraits surréalistes, mais éminemment métaphoriques. Voilà. Je crois qu'il est fini sur la question d'autoportrait, c'est très vaste, très intéressant. Alors à lire, Le narcissisme, l'amour de soi de Bella Grunberger et Janine Chasseguet-Smirgel, publié en 1997, L'enfant du miroir de Françoise Dolto et de J.D. Nacio, publié en 2002, Le miroir et la psyché, Dolto, Lacan et le stade du miroir de Gérard Guillerot, publié en 2003, Imparfait, libre et heureux de Christophe André, publié en 2006, Le travail de l'inconscient, texte choisi, présenté et annoté par René Caest de Didier Anzieux, publié en 2009, Psyché, visage et masque de Jacques André, de Sylvie Dreyfus-Asseo et de Anne-Christine Taylor, publié en 2010, Jeu et réalité, évidemment, de Donald Woods Winnicott, publié en 2004, et enfin, Les métamorphoses d'Ovide, du poète Ovide, publié, réédition, publiée en 2017.
Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, les coordonnées dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette petite série de 2 vidéos sur l'autoportrait, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à cliquer sur la cloche, surtout pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.